Bon, ben, je vous rencontre parce que c'est ce que vous dites. C'est au travers de voyages, de promenades. Il suffit d'avoir un œil de temps en temps sur la vitrine d'un magasin et puis ben, voilà, on rentre et on décide de rencontrer quelqu'un. Moi, je suis là dans le cadre d'un retour dans mon passé en fait, puisque je suis née à quelques rues d'ici. Et à quelques rues d'ici, ma mère a commencé à m'apprendre à parler, mais en chantant. Donc j'ai commencé à parler en chantant. Et ce qui m'a intéressée à travers ce que je fais là, c'est de sortir un peu de ce que moi je fais pour rencontrer des gens qui ont ou la même passion, ou peut-être même la même structure psychologique. Moi, ça démarre au Corbu, donc le Corbusier. Et puis ensuite, le Corbu, on va passer un peu des années galères jusqu'à mes 18 ans. Et à mes 18 ans, je vais partir, je vais monter sur Paris où sont déjà installés mes deux frères. Et là, je vais avoir la chance de rentrer au Ritz, à l'hôtel Ritz à Paris, où je vais intégrer les cuisines. Et puis ensuite, je vais partir du Ritz, je vais aller au Bristol, qui était juste en face de l'Élysée, enfin qui est d'ailleurs toujours. Et puis du Bristol, je vais partir en Allemagne, puisque le propriétaire du Bristol était propriétaire du Brenners à Baden-Baden, en Allemagne. Et puis ensuite, je vais faire un petit peu 4 ans en Allemagne, comme ça, où je vais tourner, je vais revenir sur Paris, je vais partir faire mon service militaire. Et puis ensuite, je vais rester quelques temps sur Lyon, à la Tour Rose, chez Chavant. Et puis ensuite, je remonterai sur Paris, où donc je vais connaître Marie, qui elle, moi j'étais chez Guy Savoy, et puis elle travaillait chez Fauchon. Son parcours, chez Fauchon. Et puis voilà, à un moment donné, en 2005, en 2004, on avait 2 gros boulots, mais elle travaillait chez Pierre Armé, chez le grand pâtissier Pierre Armé. Et puis bon, on avait aussi envie d'autres choses. Autre chose. Ouais. Donc on a décidé de partir. On a atterri à Tess, un petit village juste au-dessus, dans le Grésivaudan, où on a vécu des années extraordinaires. Et puis les enfants étaient, c'était génial. On a vraiment rencontré des super gens aussi. Et puis à Paris, quand j'étais à Paris, j'ai tenu moi un restaurant pendant quelques années avant de redescendre ici. Et donc ensuite, quand on s'en est séparés, on est venu ici. Et puis je me suis dit, voilà, j'ai travaillé pour les autres. J'avais travaillé longtemps et j'avais envie de continuer à travailler pour moi. Donc j'ai cherché une affaire et on a visité celle-là. Alors effectivement, au départ, on n'était pas du tout parti pour faire tout ce qu'on a fait. Non, c'est pour les soirées, tout ça. Donc ici, le restaurant s'appelle... Alors, ça, c'était anciennement le CERAC, qui était une institution grenobloise depuis des années, où ça, aujourd'hui, c'est bien fini. Et le restaurant s'appelle la brasserie musicale Les Arcades. Donc on est juste à côté du parc Mistral, sur l'avenue Albert Ier de Belgique à Grenoble. Et donc nous, on a pris ici en 2006. Donc ça va faire 16 ans. Et donc sur les conseils de ma professeure en 2012, qui me dit, t'as qu'à pousser la chansonnette si t'as envie de partager ton chant avec les autres. Et donc depuis 2012, on fait, c'est un rêve, qui s'accomplit. On vit notre rêve en fait, enfin mon rêve, parce que Marie, elle le vit au travers de moi, mais moi je vis mon rêve. Et grâce à elle, grâce à l'équipe, on a depuis 10 ans, on monte des spectacles, des dîners-spectacles. Plus on va rendre les gens passionnés de ce qu'ils vont, plus ils vont avoir la sensation que quand ils comptent vraiment, ils comptent, quand ce qu'ils font ça compte, alors à ce moment-là ça vous donne une grande énergie. Ouais. Et je crois même que ça améliore l'homme, parce que il y a un problème de tellement de non-confiance en soi qui amène tout ce qu'on veut, on pourra dire les fruits de la chair en fait, c'est-à-dire les jalousies, les envies, etc. À partir du moment où chacun se rend compte de ce qu'il est capable de faire, ça peut pacifier énormément les relations vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres aussi. La cuisine, c'est comme le chant, c'est je pense beaucoup d'amour avant tout. Avoir envie de faire plaisir aux gens, de leur donner ce qu'il y a de meilleur chez nous. Ah bah oui, et à partir du moment où vous l'avez, eh bien, je pense que ça se transmet. C'est un petit peu le chant, quand on chante, je pense qu'il y a il y a la matière du son, bien évidemment, qui part vers les gens. Mais dans le son, dans l'intensité du son, dans tout ce que ça comporte, il y a des émotions. Et ces émotions-là, c'est comme la cuisine, quand on va avoir envie, quand on fait son plat, que ça soit bon, eh bien cette émotion, elle passe et ensuite elle se ressent dans l'assiette pour les gens. Exactement.
Et moi, mon mentor était un très très grand du show business puisqu'il s'agit de Roland Berger. Et je retrouve son discours à travers ce que vous me dites. Et effectivement, ça s'est vraiment concrétisé là pour le coup. Parce que quand même un steak frites aussi bon, on ne sait pas pourquoi, mais le steak frites c'est le plat banal par excellence. Et cuisiné par vous, ça prend une ampleur... c'est gentil. Magnifique, on a vraiment très très bien mangé. Donc là, moi ce qui m'intéressait, c'est que vous me parliez de la chanson, de l'objet chanson. Et donc on avait commencé à parler et je vous ai dit non, il faut qu'on filme là parce que c'est pas possible. Et vous m'avez parlé de Le Corbusier. Alors c'est ça qui m'intéresse aussi parce que j'en parle plus tard. Dans le fait que Le Corbusier, si vous voulez, avait des structures il s'adaptait dans son architecture, on pouvait s'adapter et que pour moi la chanson et la voix permet ça aussi. C'est quelque chose qui doit être aussi fluide et adaptable finalement que l'architecture que Le Corbusier proposait. Et on a aussi Bachelard qui parlait de la voix et du chant comme d'une architecture. Donc là, on est dans la cuisine, l'architecture. Je m'intéresse aussi au parfum. Mais bon, on va retourner sur Le Corbusier puisque vous me disiez des choses intéressantes. Donc vous êtes né... Alors moi, je ne suis pas né au Corbusier. Je suis arrivé au Corbusier, j'avais 5 ans. Et en fait, Le Corbusier, pour nous, ça a été d'abord, ça a été une découverte d'un univers peu commun, en fait. Le Corbusier, il a dans son architecture créé un bâtiment hyper social, solidaire. Enfin, il y a vraiment Et tous les gens que je rencontre par rapport au projet dont je vous parlais, que j'avais sur mon album, ils ont ça, c'est cette âme-là, on l'a tous gardé, on l'a tous senti. C'est-à-dire, nous on a vécu au Corbusier des moments très difficiles, parce que mon père est parti, et puis ma maman s'est retrouvée seule avec 7 enfants, donc ça a été très dur, et on a eu face à nous des gens d'une solidarité exceptionnelle, quoi. C'est vraiment, on était vraiment ces grandes rues là qu'on appelle les rues, nous on était à la première rue, et sur cette rue il y avait tout le temps quelqu'un qui était là pour vous aider, et je crois que finalement sa grande réussite elle est là, hein, et je pense que vous parliez de technique tout à l'heure, hein, ça tient à beaucoup de travail de la part du Corbusier, c'est pas juste arrivé comme ça par hasard. Et en tout cas, il a vraiment... et tous les gens avec qui je discute, qui sont encore là-bas, ou qui sont passés là-bas, que ce soit aussi bien d'ailleurs... Alors Marseille, c'était un petit peu différent, parce que Marseille, il est un petit peu... il est plutôt privatif, alors qu'encore au Corbusier, il y a eu la mairie qui était propriétaire et qui louait des appartements, etc. Donc c'était un petit peu différent. Mais globalement, il y a vraiment toujours cette âme qui est là, qui vole, on rentre. D'abord, il y a cette lumière qui vous met tout de suite dans un environnement très différent d'ailleurs. Je crois qu'on ne le ressent jamais. Enfin moi, jusqu'à présent, partout où je suis allé, j'ai jamais retrouvé cette ambiance de lumière à la fois sombre mais à la fois lumineuse. Et je crois qu'il y a ce côté apaisant en fait. Dans l'immeuble, dans le bâtiment. Dans le bâtiment, ouais. Et dans les appartements qui étaient modulables, c'est ça, hein, oui. On pouvait changer les cloisons, oui. C'était ça qui était intéressant. En fait, les chambres étaient des grands, enfin moi je me souviens, j'étais petit, mais je me souviens très bien, les chambres communiquaient au travers d'un grand panneau coulissant sur lequel il y avait une grande ardoise où on faisait nos cours, en fait. Donc, et on poussait l'ardoise et donc on communiquait avec l'autre chambre. Ah, je savais pas que c'était à ce point-là. Ouais, on avait. Alors moi, je me souviens très bien de ça. On avait un grand panneau d'école, quoi, de craie où on faisait nos devoirs. Et vous pouviez le. Ah, et oui, on d'accord. communiquait avec les chambres. Ouais. Et alors, mais c'est marrant que vous m'ayez parlé de Le Corbusier, alors que je vous posais des questions sur la chanson. La première question que je vous pose, qu'est-ce qui vous a amené à la chanson? Et vous me dites Le Corbusier. Ouais. Alors pourquoi? Alors est le moi, lien? Le Corbusier, le lien, c'est que je me retrouve, j'étais un des plus jeunes, donc je me retrouve à devoir être gardé par ma grand-mère qui habitait, elle, la 3e rue, au Corbusier. Ouais.
Et ma grand-mère, c'était une amoureuse de Mariano, d'opéra. Et puis voilà, je passais mes journées. Et quand je redescendais, donc je devais avoir 6 ans, hein, j'étais tout gamin quoi. Quand je redescendais dans les escaliers pour redescendre sur la première rue, je chantais Mariano, j'arrivais le soir, ma mère elle disait à ma grand-mère, arrête de lui faire écouter des chansons de Mariano, il nous casse la tête à la maison. Et en fait, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce que je prépare, qui me tient vraiment à cœur, ce projet, pour moi, c'est, voilà, le Corbusier, c'est le démarrage de beaucoup de choses, quoi. C'est dans ma vie, ça restera quelque chose d'unique. D'unique dans le drame et en même temps d'unique dans la lumière, quoi. C'est ça qui est dans le drame du départ, etc. et de ce qui s'est ensuite, puisque mon père en fait est parti quand on était au Corbusier. Donc finalement quelque part le Corbusier c'était pas un camp, c'est une cité quand même, hein, la cité radieuse. C'est pas du tout un camp. Non, je vous dis ça parce qu'on a beaucoup travaillé sur la problématique des camps. D'accord. Donc d'un côté comme de l'autre, on trouve des camps maintenant où on expérimente des nouvelles formes d'architecture, ce que je ne crédite pas, mais enfin c'est un fait. Le Corbusier, c'est une cité, mais où quand même les gens qui allaient y habiter étaient des gens qui avaient des parcours parfois un peu chaotiques et difficiles. Voilà, oui, alors moi je sais pas, je pense que c'est pas pour avoir habité après, parce que quand on est parti du Corbusier, bon, on n'avait pas à 7 enfants, on n'avait pas les moyens d'habiter donc on a toujours habité à peu près on va dire des cités, mais je pense que vraiment il y a une énorme différence dans tout ce que j'ai fait. Le Corbusier pour moi c'est pas une cité. C'est pas une cité pour vous, et ça c'est intéressant. Pas du tout. Ça c'est intéressant. Donc dans une architecture qui se voulait, de par son créateur, libre, tout à fait. Il a vraiment cherché à faire ce qu'il pouvait finalement pour que les gens se sentent libres déjà d'utiliser sa propre architecture. Je pense, hein, les gens avaient un impact eux-mêmes sur l'architecture, c'est ça? Oui, et puis surtout, je crois qu'il y a un grand esprit social chez lui, quoi. Enfin, il y a un grand esprit social, mais populaire, c'est-à-dire que les gens, enfin moi je me souviens très bien, on avait des ouvriers comme des profs, il y avait un peu toutes sortes au Corbusier de gens, quoi. Ouais. Il y avait il y avait une cohabitation, enfin il me semble, j'étais jeune, mais enfin je pense ne pas me tromper. D'ailleurs, quand on en discute avec les gens avec qui aujourd'hui on rencontre, ils ont vécu exactement la même chose, et je pense que il y a chez lui quelque chose qui a fait que c'est rendu possible. Alors après, on va nous dire oui, mais c'était les années encore où il y avait moins de violence, etc. Bon, on avait Logirel qui était juste à côté, qui était une grande tour. Je peux vous dire que là-bas, ils n'étaient pas du tout dans le même univers. Non, là on était vraiment dans la cité, avec beaucoup de criminalité, avec beaucoup de violence. Nous, on avait, comme tous les endroits, mais finalement, cette structure qui permettait aux parents de visualiser les jeux des enfants, parce que c'est ça le Corbusier. C'est-à-dire que nos parents, nous voyaient jouer, il y avait un grand stade de foot, il y avait un tourniquet, des petits jeux pour les petits, il y avait un stade de foot. Donc imaginez-vous qu'on passait toutes nos journées à jouer au football derrière. Et donc, si vous voulez, on était une grande famille. Je ne sais pas, je pense véritablement que en fait, on lui doit ça à lui. C'est-à-dire que c'est le contexte qui nous a permis d'être comme ça. C'est l'arbre, c'est la structure. Je crois, oui. De laquelle, d'ailleurs, peut-être votre chanson, parce que moi je dis toujours, la chanson a besoin d'une structure, un arbre. Et je compare un peu la chanson à une pirogue, vous voyez ? C'est-à-dire que la pirogue, elle part de l'arbre, elle est construite dans l'arbre, puis elle voyage de fenêtre en fenêtre comme ça, de cœur à cœur, de bouche à bouche, de tout ce qu'on veut. Mais il y a toujours cette structure obligatoire, que ce soit pour créer, pour chanter. Même quand on chante, on est obligé d'être... Attends, il y a 300 muscles qui rentrent en ligne de compte. Oui. Quand on chante, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de structure, y compris psychologique. Donc, mais c'est une structure, enfin, c'est la pirogue, quoi, la pirogue qui sort de ces... Quoique un arbre pour représenter le Corbusier, oui et non, parce qu'il y a toujours cette liberté intérieure
à travers l'architecture, dans l'architecture de Le Corbusier, quoi. Hein. C'est pas du tout figé comme structure. Non. Alors ça donne à la fois une structure Oui, et en même temps. Tout à fait. Mais c'est ça le paradoxe du Corbusier, c'est que quand vous voyez le bâtiment, vous dites voilà, c'est vraiment le truc un peu posé comme ça, etc. C'est une sorte de blockhouse, quoi, sur des pilotis, quoi. Et quand vous rentrez à l'intérieur, c'est là où c'est tout à fait ouvert, c'est tout à fait. Mais est-ce que la chanson, c'est pas un peu ça? La chanson, c'est un bloc comme ça, et puis finalement, quand vous rentrez dedans, la réinterpréter, parce qu'on la réinterprète, la chanson, on bouge dans l'architecture de la chanson finalement, non? Bah, je pense qu'on a tous on s'est tous construit avec les. Je pense qu'au départ, hormis le premier homme, quand je dis homme, j'embrasse les femmes, le premier homme qui lui n'avait pas d'influence, on va dire. Lui, il a créé quelque chose. Mais après, forcément, la structure musicale de chacun se construit sur une culture qui est sa culture à soi. Pour certains, ça va être musical, instrumental, parce que les parents ont un piano, parce qu'ils font même de la musique. Et pour d'autres qui sont dans des milieux plus modestes, c'était mon cas à moi, ça sera de la chanson. Moi, c'était Reggiani, Aznavour, Sardou. Aznavour qui vous ressemble un peu d'ailleurs. Voilà, bah, moi, Aznavour, enfin, c'est un peu mon mentor en fait. Aznavour, c'est un peu le papa que j'ai pas eu, quoi, depuis tout jeune. C'est un personnage un peu à part pour moi. C'est un peu le papa que vous n'avez pas eu. Donc oui, mais je m'en suis rendu compte il n'y a pas beaucoup d'années en fait. Au départ, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Et puis les gens, ça fait 10 ans qu'on fait les soirées là, ils me disaient quand même, quand on vous voit faire Aznavour, c'est pas possible, il y a quelque chose, quoi. Et en fait, je m'en suis rendu compte après, c'est-à-dire j'ai fait ce travail de compréhension par rapport à ce qui se déclenchait chez moi. Parce que c'est une musique qui m'est très familière, j'ai l'impression qu'elle m'est familière. Or, j'ai pas d'origine comme lui, j'ai pas d'origine slave, ou je suis arménien, enfin voilà, j'ai pas de... Et pourtant, c'est une musique qui m'est totalement familière dans le rythme, je parle musical, dans ma personnalité pure. Et j'ai l'impression que c'est mon rythme, quoi. C'est très étrange. Et donc lui, c'est vraiment c'est un grand monsieur. Non, c'est sûr. Et est-ce que cette chanson, j'ai une autre question, cette chanson, elle emplissait les structures architecturales de Le Corbusier? C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui chantiez, ou dans la famille, vous étiez plusieurs à chanter? Est-ce que vous ameniez les autres à chanter aussi dans votre famille? Est-ce que vos amis, tout ça, moi, la chanson, elle parcourait j'étais quand même celui qui chantait beaucoup, quoi. Bon, vous étiez leader, mais est-ce que vous emmeniez les autres avec vous? Non, je ne pense pas que j'étais leader, parce qu'on était dans une famille où on chantait beaucoup. Enfin, on chantait. Ah voilà, donc... Mes parents, ma mère chantait beaucoup, elle écoutait beaucoup de musique, elle chantouillait beaucoup, ma grand-mère aussi, fredonnait. Mais elle chantait, je dirais, c'était les chants de maison, j'appelle ça moi, c'est-à-dire les chants quand on chante, on fait la cuisine, on chante, etc. Moi, très très vite, je me suis mis à chanter pour chanter. Oui, je comprends. C'est-à-dire pour chanter, je pense, parce que c'est ma prof en fait ça a commencé parce que ma prof de chant, elle s'est rendue compte, mais je vais revenir à ce que je vous disais, elle s'est rendue compte que je faisais beaucoup de cours depuis 10 ans, et puis il y avait une lassitude, et puis elle m'a dit un jour, tu sais Thierry, t'as un resto sur Grenoble, je comprends pas pourquoi après ton service, tu pousserais pas la chansonnette. Parce qu'en fait, elle a ressenti que moi, j'ai besoin d'échanger mon chant. De plus que d'expression, il faut qu'il y ait un travail de communication. Oui, de partage. Il faut que je le partage avec les autres. Et en fait, dès le départ, très 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 jeune, en fait, c'était pour ça que je chantais moi. C'était pour partager avec les autres des émotions. Ou vous le mettiez, il y avait quelque chose de plus dynamique chez vous qui vous amenait à ça, Mais quand même, la chanson, votre famille chantait, les voisins, tout ça, la chanson était inhérente à la cité. On était quand même déjà dans une... moi, je pense qu'on était aussi dans des années où les gens chantaient plus. Peut-être aussi. Moi, je me souviens très bien des rues. Quand j'étais gamin, on entendait beaucoup siffler dans les rues. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui siffle. Enfin, même en repas de famille, il n'y a plus beaucoup de gens qui chantent. Ou quand ils chantent, ils ont dit si je me lève, je vais chanter. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Il y a une jalousie, une gêne, de se dire je vais mal chanter. Alors qu'à l'époque, les gens chantaient, ils s'en fichaient un peu, quoi. C'était pas très important. Donc la société, en fait, elle a changé. Et de ce fait-là, le chant, il est plus personnel. Je pense que quand on chante plus en fait chez soi. Et on ne chante pas forcément devant les autres.
C'est ça. C'est marrant que vous le mettiez sur le tapis parce que je me suis posé la question l'autre jour d'où venait cette gêne, même des enfants à l'heure actuelle. Ah non, je chante pas, qui rougissent, qui... Et je me suis posé cette question. Je me suis dit, tiens, cette honte, puisque je travaille aussi sur la problématique de la honte, d'où elle vient? D'où vient le fait que depuis quelques années, on voit même les enfants avoir honte de chanter en public. Tout à fait. Et donc ça, c'est quelque chose que, ouais, c'est marrant que vous le mettiez aussi sur le... Mais je pense qu'on m'a dit qu'apparemment, parce qu'à l'époque, nous, enfin moi quand j'allais à l'école, on avait des cours d'éducation musicale. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, je crois. Ah, ça, je sais. Dans le cursus, d'après ce que l'on m'a dit, je crois. Non, mais il y a quelque chose qui a changé. Même l'avenue du micro, en fait, quand le micro a commencé, Gainsbourg a commencé à susurrer les choses, on s'est retrouvé avec quelque chose de beaucoup plus intime. Et une des conséquences de ça, finalement, c'est le fait que, alors avec maintenant l'iPod sur la tête et on est dans son monde, c'est le fait que la chanson, oui, est devenue beaucoup plus, comme vous dites, beaucoup plus... Intériorisée. Je sais pas, intériorisée, ouais, je sais pas. Je sais pas. En fait, moi, ça me pose problème aussi. Parce que la chanson, c'est la chanson en tant que telle qui m'intéresse. C'est pas ce que je suis. Oui, mais je pense vraiment, et je le vois, et puis même quand on va voir d'autres artistes, parce que c'est toujours intéressant d'aller voir d'autres artistes, la chanson, elle est toujours aussi importante dans la vie des gens. Voilà. Le chant est toujours aussi important. Mais il n'y a plus la même communication, je vais dire, la même simplicité à travers cet objet-là. Peut-être la starisation des choses aussi, peut-être que, je sais pas à quoi c'est dû, mais moi personnellement ça me gêne justement. Moi, c'est le fait qu'on chante plus aussi spontanément. Je pense que c'est avant tout un fait de société. Je pense pas que ça a un rapport avec le chant lui-même. Je pense que le chant lui-même, il est toujours aussi important, et c'est ça le plus important, oui, dans la vie des gens. C'est-à-dire, je pense que les gens, une journée sans chant, une journée sans fredonner, sans musique, quelque part, pour beaucoup, ça n'existe pas. Et donc, il est là, il est peut-être un petit peu plus personnel, un peu plus introverti. Mais après, ils se mettent très bien. Nous, on voit en disposition, on fait certaines soirées où on va vraiment, du fait qu'on projette et qu'on chante avec eux dans la salle, oui, ils chantent tout de suite très bien, quoi. Je veux dire, je pense qu'il y a une disposition aussi, c'est-à-dire quand la personne est sur scène, ils vont pas chanter parce que d'abord ils sont beaucoup plus spectateurs, donc ils vont pas forcément chanter. Et à partir du moment où vous descendez et que vous vous asseyez dans la salle avec eux et que vous vous retournez comme eux voir pour chanter les paroles, alors à ce moment-là il y a une sorte je sais pas ce qui se passe en fait dans le cerveau, mais il y a comme le fait de dire il est avec nous, alors on va pouvoir chanter. Il y a la on va générosité. pouvoir se laisser aller parce qu'il est là. Je sais pas comment vous dire, c'est assez difficile à expliquer, mais en tout cas chaque fois que je le fais, c'est toujours cette mécanique que je ressens chez les gens, où là ils sont plus du tout les mêmes, ils sont plus du tout dans la même et ça se sent. Ça c'est palpable, quoi. Ouais, mais j'aime beaucoup la façon dont vous appréhendez la chanson, tout simplement. C'est comme ça que j'ai envie de voir les gens, moi, appréhender cet objet chanson que j'aime tant et qui, effectivement, s'adresse à tout le monde. Il y a des gens qui sont un peu plus aptes que les autres à interpréter et à faire que. Mais c'est vrai que c'est tout le monde et c'est quelque chose, à mon avis, d'essentiel et pas d'inessentiel. Donc c'est ça aussi que je veux vraiment démontrer, c'est que dans les camps c'était essentiel. Là vous le démontrez bien, vous en parlez très bien, et cette période de confinement et de Covid là qui nous a renfermés dans la matrice, finalement ça nous a fait régresser et nous a renfermés. La chanson est quand même un objet transitionnel qui peut permettre de nous permettre de passer une crise à travers cet espace et qui aide à rentrer dans le réel, quoi, hein, aussi brutal soit-il. Complètement. Ça aide à rentrer dans le réel. Donc je trouve que vous parlez très très bien de ça, oui. Quand tu parles d'une chanson qui aide à passer à travers une crise, ça, tu parles par exemple de ce que vous avez vécu quand vous étiez petit avec votre père.
Ah ça, je sais pas, j'ai pas posé la question. Non, mais je pense qu'effectivement, alors j'ai un client qui est devenu un ami, qui est un grand neurologue, et qui travaille justement sur la région grenobloise sur ça, c'est-à-dire pour certains malades de Parkinson et d'Alzheimer. Ils vont, au travers de la musique, faire travailler la mémoire et l'émotion liée, oui. Parce que c'est ça. Hein, oui. Donc il est certain que la musique, elle véhicule des choses qui sont, alors pour le coup, à mon sens, essentielles à notre équilibre, parce qu'ils font partie de nous depuis tout le temps. En fait, le chant, moi dans les recherches que j'avais faites, le chant, en fait, probablement, on l'a remonté jusqu'au moment où, quand nous on est sortis des cavernes pour aller chasser, les femmes sont restées, pas parce que c'était l'homme le plus fort et que l'homme a dit tu restes à la caverne, c'est ça. Mais c'est justement parce que, je pense d'ailleurs, moi je suis pas trop en phase avec, mais je trouve que l'homme et la femme ont toujours trouvé leur équilibre naturellement et le feront toujours. Oui. À l'époque, la femme s'occupant des enfants, en fait, c'était un miracle de conserver un enfant à cette époque-là, hein, parce qu'il y en avait beaucoup qui, voilà, donc c'était un miracle. L'homme, en sortant de la caverne pour aller chasser, il partait des fois 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 15 jours. La peur du prédateur faisait qu'il émettait des sons pour se rassurer lui, en fait, tout en essayant éventuellement de dire à l'autre qui pouvait l'entendre, bon, fais gaffe, tu vois, j'ai quand même un peu de force, quoi, je peux quand même me défendre. Donc on est bien dans cet espace transitionnel. Alors, il pense, et il rajoute de l'eau à mon moulin, là. Et c'est là où c'est extraordinaire, vous allez voir, ils pensent, donc ils sont quasiment, enfin, en tout cas, jusqu'où ils sont remontés, ils pensent que c'est ça l'origine du chant, et l'homme, en revenant de la chasse, quand il fredonne ces sons, en tout cas il les dit aux femmes qui sont dans les grottes, quand les hommes repartent la seconde fois, les femmes vont utiliser ces sons en fait pour rassurer l'enfant, et donc ils pensent que c'est véritablement, donc ce que je pense c'est que si c'est ça, c'est tellement à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire c'est tellement fondamental pour notre équilibre, que c'est totalement essentiel. Pour moi, c'est totalement essentiel. C'est biologique, organique, oui. Tout ce que vous dites rejoint ce que je fais. La nourriture, je crois que c'est également c'est une chose essentielle et fondamentale pour l'humain. Donc on ne peut pas se passer de se nourrir, on ne peut pas se passer de boire, de l'eau bien sûr, on ne peut pas, et on ne peut pas se passer de chanter, je pense. Le chant nous rassure, il est... moi, tous les gens avec qui je discute, tous les gens depuis mes 55 ans avec qui j'ai eu affaire, il n'y a pas une personne qui ne chantouille pas, n'écoute pas de musique. Ça nous est, à mon avis, essentiel. Et je dirais que le partage de la nourriture, c'est la même chose. Je crois que c'est quelque chose qui nous lie vraiment. Quand on va, par exemple, dans un restaurant, on peut... Nous, on avait fait un cursus très gastro sur Paris, donc très technique. Oui, au Ritz, etc. Voilà, très technique, vous voyez, c'est pas la cuisine que je fais là, parce que c'est pas ma cuisine à moi. Ma cuisine, c'est des bons produits, mais c'est de la générosité. C'est-à-dire que d'abord, c'est du partage et c'est de la générosité. Et ça passe en des ondes, parce que ça passe dans son steak. Hein. Je pense que c'est ça, pour répondre à votre question. C'est-à-dire qu'en fonction de votre personnalité, en fonction de ce que vous allez, qui vous êtes, vous allez faire la cuisine de qui vous êtes. Et en fait, la cuisine de qui vous êtes, elle va être ressentie par en face des gens qui correspondent à peu près à qui vous êtes. Et c'est pour ça que très souvent, d'ailleurs, dans la restauration, on dit qu'on a la clientèle qui nous ressemble. Parce que c'est ça, en fait, qui attire. Je crois que c'est la compréhension. Quand vous arrivez dans un restaurant que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment le cuisinier ou la cuisinière, elle cuisine. Vous ne pouvez pas vous dire, ah bah je vais aimer ou moi je ne vais pas aimer. Je ne dis pas que c'est pas bon, je dis que je ne vais pas apprécier. Eh bien, à ce moment-là, quand vous rentrez, que vous goûtez cette cuisine, automatiquement, tout de suite, vous savez que ça va
il va se passer quelque chose ou il va pas se passer quelque chose. Même si c'est extrêmement techniquement bon, c'est même pas un problème d'être bon ou pas bon. C'est comme la chanson, hein, c'est pareil. Je sais pas, c'est cette matière qui fait que dans la cuisine, il y a un message que vous recevez, que vous ne recevez pas. Et si vous le recevez, c'est que quelque part, alors le message est le même et donc on va se comprendre. C'est ça. Et Berger me parlait de la voix de cette manière. Et il me disait, c'est de la chimie, c'est de la cuisine, la voix, la voix en tant que telle. C'est tout à fait la même chose. C'est ça, et c'est quelque chose qui sort comme ça, on ne va pas pouvoir... c'est pour ça que c'est dangereux de trop imiter, on s'identifie parfois à certains chanteurs, mais on doit trouver son propre... son propre grain, son propre volume même, son propre geste vocal aussi. Tout à fait. Et ça, c'est... Ouais. Nous, quand on interprète, après les gens qui se réapproprient une chanson, c'est différent encore. Et là, ils sont plus dans le partage. C'est vrai que l'interprète, celui qui en fait son métier, ce qui est votre métier aussi, on est... tu vois, il y a tout un truc, un boulot d'authenticité à trouver. Et voilà. Et en même temps, ce qu'il y a d'intéressant entre le lien entre la cuisine, le parfum et la chanson, c'est que c'est de l'éphémère et du continu en même temps. C'est-à-dire qu'on doit toujours manger, on doit le parfum un peu moins, mais enfin sans parfum c'est triste la vie. Et la chanson c'est vraiment quelque chose d'éphémère, c'est un plat qu'on mange, c'est un parfum qu'on respire, mais qui va se perpétuer en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que le parfum, c'est quelque chose qui a la capacité, enfin nous je vois, on a quelques clients, clientes qui ont vraiment des parfums très, on va dire, très particuliers. On a la capacité de voyager en une fraction de seconde, on revient 10 ans en arrière, on sent cette odeur-là, on se dit, c'est incroyable, et on a les images, les sensations de ce qu'on a vécu, enfin... C'est incroyable le parfum. Exactement. C'est quelque chose d'incroyable. C'est comme une chanson en fait. En quelques secondes, on a toutes les images. C'est tout ça. à fait. Mais moi, je voudrais profiter d'être avec vous, du coup, pour dire que cette situation actuelle là, de cette crise sanitaire, enfin bon, cette situation, elle a quand même atteint le bulbe olfactif, mais le virus a atteint notre système olfactif, gustatif. Mais le danger serait qu'il atteigne notre système mémoriel et que la technique remplace tout ça. Donc je voudrais profiter de cette vidéo pour dire que ce qu'on fait est vraiment essentiel pour la continuité, la perpétuité même de l'espèce, si on peut parler d'espèce humaine. C'est vraiment, on fait quelque chose d'essentiel et il faut que les gens s'en rendent compte. Ce qui m'a vraiment touché, c'est que vous fassiez un spectacle personnalisé pour des gens. C'est-à-dire que vous faites la bande sonore, et ça me touche beaucoup aussi. C'est quelque chose que moi je trouve magnifique de faire ça. Voilà. Et en fait, c'est toujours c'est toujours la même mécanique du partage. Je pense que quand je fais les dîners spectacles du samedi soir et que je les organise, c'est toujours une histoire. C'est pas juste des chansons. En fait, c'est une histoire, c'est comme une petite comédie musicale. Il y a un fil conducteur avec une histoire, un scénario, et à l'intérieur duquel on intercale des chansons. Et à un moment donné, il y a une personne qui était là, qui était venue voir un des spectacles et qui nous a dit mais si je voulais organiser un spectacle pour mon mari qui fête son anniversaire, est-ce que vous pourriez lui faire un spectacle personnalisé sur son histoire ? Alors je lui dis oui, bien sûr. À partir du moment où j'ai la matière pour le faire, sans aucun problème. Donc effectivement, là, on rentre donc en plus dans quelque chose de personnel, parce qu'on rentre dans l'intimité un peu des gens. Mais c'est pour eux, c'est vraiment un moment assez incroyable, parce que eux, ils sont eux-mêmes acteurs de leur histoire, en fait. Et rien que quand vous en parlez, on voit les yeux qui s'illuminent. Mais il y a peut-être une chose dont vous vous rendez pas compte, c'est votre qualité d'écoute. La musique, en premier, c'est de l'écoute. Et c'est l'écoute du monde, c'est l'écoute des gens, c'est l'écoute de leurs histoires. Tout à fait. Et ça, faire ce que vous faites là, c'est aussi quelque chose de magnifique. En plus, vous arrivez à le faire rapidement. Donc vous êtes un grand artiste, un grand chanteur, faut que vous le sachiez. Moi je pense surtout, vous savez ce que je pense ? Je pense surtout qu'on devrait beaucoup plus dire dans la vie de tous les jours aux gens qu'il y a plein de gens qui sont des grands artistes, qui font plein de belles choses,
dans leur travail, le week-end, dans des associations, des gens qui ont vraiment tellement de qualité. Et je trouve que plutôt que de parler de ceux qui font des mauvaises choses, on devrait plutôt parler plus de ceux qui en font des bonnes. C'est vrai. Voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on a une très belle interview. Là, merci d'avoir, parce qu'il n'avait pas prévu, hein. Merci de nous avoir consacré tout ce temps. Merci beaucoup.